Bon, je viens de faire toute la saga à l'Assassin Royal, et franchement, ça vaut le détour, hein. Et y a pas moi qui le dis, même le grand monsieur derrière Game of Thrones, George R.R. Martin, dit, je cite, « La fantaisie telle qu'elle devrait être écrite ». C'est écrit là, voilà. C'est écrit ici, messieurs, dames, je n'invente rien, on ne se cache rien ici, on est dans le vrai. Bon, moi c'est Raph, et je serai votre barde pour vous résumer les sagas littéraires qui m'ont marqué, et qui, selon moi, mériteraient largement une adaptation au cinéma. Si vous avez aimé Game of Thrones, The Witcher et j'en passe, vous êtes au bon endroit. Donc l'Assassin Royal est une saga littéraire de 13 tomes, écrite par la célèbre écrivaine Robin Hobb, une ponte de l'univers médiéval fantastique. Elle a un style d'écriture assez particulier, on arrive directement à ressentir ce que ressentent les personnages, et pour tout ce qui est scène d'action, on en prend plein la gueule. Allez, prenez place voyageurs, je vous résume le tome 1 de cette saga mythique, L'apprenti assassin. Pour vous donner un peu de contexte, l'histoire se passe dans le royaume des Six-Duchés, un royaume gouverné par le roi Subtil, qui réside à la capitale, au château de Castelserre, avec toute sa famille royale. Subtil est une personne très âgée, qui a bien vécu, qui a toujours su se distinguer par son intelligence et par son sens de la stratégie. Avec sa première femme, il a eu 2 fils, le premier Chevalerie, et le second Vérité. Sa femme est malheureusement décédée, et on n'en sait pas plus que ça dans ce tome 1. Son premier fils, Chevalerie, c'est l'héritier légitime du trône des Six-Duchés. C'est un homme d'honneur, aimé du peuple et respecté par tous. Son deuxième fils, Vérité, lui il est vraiment taillé pour la guerre. Physiquement il est très robuste, c'est quelqu'un d'extrêmement juste et pragmatique. Il consacre la majeure partie de son temps à défendre les côtes du royaume. Au cours de son vécu, Subtil a eu une deuxième femme, la reine Désir, qui elle aussi est décédée. Elle était consciente d'être la seconde reine, du coup elle a voulu faire un fils avec Subtil pour essayer de prendre un petit peu l'ascendant politique. Et pour autant, elle a toujours méprisé Chevalerie et Vérité. Du coup, Subtil a un troisième fils, avec la reine Désir, qu'il nommera Royal. On ne sait pas s'il a pris les traits de sa mère, mais Royal, en tout cas, dans la manière d'être, il est vaniteux et très calculateur. Il n'est pas du tout comme son frère Vérité, il déteste se salir les mains. Pas très courageux, le boug. Bon voilà, maintenant que le décor est planté, on va rentrer dans le vif du tome. Le tome s'ouvre sur un gamin de 6 ans qui est accompagné par son grand-père, qui lui tient fortement la main, et qui l'emmène devant la porte du château de Castelserre. Et annonce au garde qui ouvre la porte, « Je vous ai amené le gamin, ça fait 6 ans que je le nourris à ma table, et jamais une pièce d'argent, pas une visite. C'est le bâtard au prince Chevalerie. » Là, le vieux, il part sans se retourner. Comme ça. Bon, du coup, le garde, il est un peu perdu, et puis il demande au gamin comment il s'appelle. Et le gamin, il sait pas quoi répondre. Ouais, il a pas de prénom. Bon, manque de bol, le prince Chevalerie, il est pas au château de Castelserre. En fait, il est en mission diplomatique dans un autre village. Mais le prince Vérité, lui, est bien présent au château. Du coup, le garde, il décide d'emmener le gamin au prince Vérité. Le temps que Chevalerie revienne, il décide de prendre en main le gamin. Comme il a pas de nom, il va se faire appeler Fitz. Ça veut dire à l'époque bâtard. C'est pas le meilleur prénom, c'est sûr, on a l'impression que les noms, ils en ont rien à foutre. Bah, y a qu'à voir le nom du roi et de ses fils. Bon, comme le prince Vérité, il a pas mal de choses à faire en tant que prince, il va décider de donner le gamin à Buric. Buric, c'est le maître d'écurie du château de Castelserre. Et c'est surtout le bras droit et l'homme de confiance du prince Chevalerie. Bon, du coup, Buric, il est pas trop content de recevoir le gamin, et comme il sait pas quoi en faire, il l'emmène aller dormir parmi les chevaux et les chiens. Bon bah voilà, ça c'est pour l'accueil, mon gars. Si tu sais pas où dormir, il y a un tas de merde dans le coin, là, tu peux y aller. C'est bien chaud. Bon, Buric, c'est quelqu'un d'assez robuste, physiquement, il est assez grand. En gros, c'est un gros gaillard, un beau bébé. Et avec Fitz, il est pas tendre. Mais c'est pas quelqu'un de méchant dans le fond. C'est juste quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'occuper d'un enfant. De base, c'est un type qui est plus à l'aise avec les bêtes qu'avec les hommes. Et un jour, dans les écuries de Buric, pendant qu'il est en train de se reposer dans la paille, en train de jouer avec un petit chiot, du nom de Fouineau, il se rend compte qu'il ressent directement toutes les émotions du petit toutou. Quand il concentre son esprit, il est totalement en transe. Il a les yeux blancs limite, et là Buric il assiste à la scène. Et là on comprend pas trop pourquoi, mais Buric il pète un câble, il vient choper Fitz par le callback comme ça là. Il lui parle même pas, il est en train de lui gueuler dessus, et il lui dit que ce qu'il est en train de faire c'est une magie interdite. Il explique à Fitz que les pratiquants de cette magie se retrouvent pendus, voire brûlés. En gros avec cette magie du vif, on peut se lier mentalement avec les animaux. On partage tout, leur conscience, leurs émotions, leur vision. En fait c'est une magie ancienne, que les nobles méprisent totalement, parce que eux ils voient ça comme une perversion. Alors qu'en vrai c'est hyper stylé. Non mais imaginez comment ça peut être pratique le truc. Bon, histoire de bien marquer le coup, Buric va forcer Fitz à abandonner le petit chiot. Adieu le petit toutou. Il est pas tendre le boug. Fitz commence à grandir et un beau jour, le roi Subtil le convoque au château. Ce que veut annoncer Subtil à Fitz, c'est qu'il le reconnaît officiellement. Il lui dit droit dans les yeux, « Tu es mon petit-fils, Fitz Chevalerie Loinvoyant ». En plus de la reconnaissance du roi, Fitz reçoit en plus le nom de son père et celui de la lignée royale des Loinvoyants. Ce qui est génial comme cadeau. Et par contre, il lui a bien laissé le nom bâtard. Hein. Ça, pour le coup, il lui a pas enlevé. Non mais les mecs, un peu de respect, les mecs. Un peu de respect. Quand même un truc encore plus cool. Fitz va arrêter de dormir dans la merde. On lui a donné une chambre au château. Adieu la merde, bonjour la vie de château. Bon, pas trop quand même, parce que dans sa chambre, il fait extrêmement froid, il y a plein de courants d'air. Fitz va suivre les enseignements destinés aux nobles. Et ça, en plus d'aider Buric le matin aux écuries. On déconne jamais avec les chevaux, gamin. Buric, il prend quand même vachement bien sous son aile. En fait, il va lui transmettre tout son savoir-faire. Et du coup, une fois qu'il a fini les cours avec Buric le matin,
pour tout ce qui est animaux, etc. L'après-midi, elle est consacrée à tout ce qui est apprentissage des nobles. Il va apprendre à lire et à écrire avec le scribe de la cour du château. Voilà, donc Fitz, il continue son petit apprentissage. Il a maintenant 10 ans. Et tout d'un coup, quand il se repose épuisé dans sa chambre le soir, il entend un bruit insistant dans le mur, derrière un tableau. Alors il va voir ce qui se passe, il pousse le tableau, et voilà qu'il y avait un couloir secret. Et là, on comprend d'où viennent les courants d'air. Bon, au final, ce couloir, il conduit à une chambre secrète sous le château. Ah, il y a un petit peu d'intrigue, hein. Bon, lui, il se démonte pas, de toute façon, il n'arrive pas à dormir. Il va au bout du couloir, et il arrive dans une chambre éclairée, où se trouve un vieillard avec des yeux verts, mais verts comme une vipère. Voilà, la rime de feu, gros. Les yeux verts de vipère et tout, voilà. Toi, tu pourrais grave faire des sons, toi. Tu sais, les petits sons, les bails avec les cris et tout. Le vieillard, il est entouré de fioles, un peu comme celle-ci, et plein de livres poussiéreux. Bon, le vieux se présente, il dit qu'il s'appelle Imbre. Au-delà d'avoir des yeux verts très profonds, en fait, il est marqué par la vérole, donc il a un visage qui est tout saccadé. Il lui avoue qu'il est l'assassin du roi subtil, son bras invisible, quoi. Et on apprend progressivement au fil de l'histoire que lui aussi, c'est un bâtard. Mais un bâtard royal, tout comme Fitz. C'est rien d'autre que le demi-frère du roi subtil. En tout cas, Subtil est généreux avec les membres de sa famille. Hein. Bon, en fait, il se cache Imbre parce qu'il a jamais été reconnu. Officiellement, du moins. Et cette convocation dans cette chambre secrète, elle est pas anodine. C'est le roi Subtil qui a ordonné à son demi-frère de convoquer Fitz. Alors, est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? D'où le titre apprenti assassin, ça va devenir l'apprenti de Imbre, qui est actuellement l'assassin du roi, donc apprenti assassin... Non mais... les connexions se font, hein. Et d'où le nom assassin royal, en fait. C'est bon, ça. C'est bon, les capté, déjà. Imbre lui enseigne le savoir-faire des plantes, comment s'en servir pour assassiner. Un autre soir, ça va être des cours un peu plus basés sur l'histoire du royaume des Siduchés. Un autre soir, ça peut carrément être la chimie des poisons directement. Sur leur préparation, leurs effets, doses qui tuent sans laisser de traces, etc. Bon, il lui apprend pas que ça, il lui apprend pas que des choses théoriques, il lui apprend aussi de la pratique. Il lui apprend à être observé sans être vu, à marcher sans un bruit, à savoir se placer dans une pièce en faisant en sorte d'avoir toutes les sorties dans son champ de vision, et aussi à regarder des gens sans qu'on sente qu'on les regarde. Bon, pour ça, je sais pas comment il fait, mais ça s'apprend. Et même si les connexions se font, Fitz, il apprend par lui-même qu'il est en train de devenir en fait un outil du roi. Il sait qu'il va devenir comme Imbre, un assassin royal. Imbre est un personnage hyper chaleureux. C'est le premier adulte à traiter Fitz comme une vraie personne. Il le voit pas comme un problème à régler, contrairement aux autres, ni comme un serviteur, ni comme un bâtard encombrant. C'est vraiment trop cool ce Imbre. Franchement, c'est vraiment une bonne poire. Bon, ce qui est un peu triste, c'est que pendant toutes ces années qui passent, il n'entend jamais parler de son père chevalerie. Et pourtant, c'est pas normal, c'est quand même l'héritier du trône, le mec. Et un beau jour, monsieur décide de revenir au château. Comme ça. Il en a mis du temps. Et monsieur revient au château parce qu'il a eu vent que son fils bâtard venait d'arriver au château. Venait d'arriver. Il s'est passé des années entre-temps, mec. Alors, je sais pas comment ça se passe, les envois de messages d'un village à l'autre avec des pigeons, mais le gars, pas très crédible. On sent pas qu'il accordait de l'importance à son fils, quand même. Hein. En plus de ça, le mec, il arrive vraiment comme un coup de vent. Il s'incline devant son papou, il lui présente des excuses. Et là, le bonhomme, contre toute attente, il annonce à son père qu'il renonce au trône, comme ça. Il renonce au trône, je cite, pour éviter de jeter la moindre confusion dans la ligne de succession. Bon, et puis après cette petite scène d'anthologie, monsieur, il se barre. Il se barre. Je vous l'ai dit, il a clairement pas le temps. Ah, tu fais pas, du coup? D'accord. Et ce qui est assez particulier, c'est que ça a l'air de plus affecter Burick que Fitz. Non mais le gars est vraiment triste par contre. Hein. Il va carrément se raser les cheveux et les sourcils en guise de deuil. Oui, c'est comme ça qu'on faisait le deuil à l'époque. Me demandez pas. Je sais pas trop non plus pourquoi. Moi je pensais qu'on s'habillait en noir, mais non, c'est différent. Burick est tellement triste, il va même pas lui demander son accord. Hein. Il va aussi raser les cheveux et les sourcils de Fitz. Comme ça. Là on n'est pas loin d'agression sur mineur. Hein. On n'est pas loin. Parce que le gars, respectez-le. Non mais franchement, on a l'air con, là. C'est pas comme si qu'il va revenir, en plus. Non mais le gars a encore bâtard dans son nom, et c'est pas grave. Faut quand même lui raser les cheveux, il a rien demandé, Bon. Par là-dessus. De toute façon, le pauvre, il est là pour ramasser, donc il va ramasser. Et quelques années plus tard, un courrier qui indique la mort du prince Chevalerie arrive à Castelserre. Il serait mort d'une violente fièvre sur ses terres. Évidemment, Burick va apprendre la nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on reste où encore, là? Non, parce que mes sourcils, ils ont même pas fini de repousser, donc Et là, on est vraiment sûr qu'il reviendra pas. Hein. Burick, il ressent juste un vide, au final. Étrangement, Fitz, il va aussi ressentir ce vide-là. Même s'il a jamais rencontré son père, en fait, c'est l'annonce du fait qu'il est officiellement orphelin. Donc Fitz a maintenant autour des 14 ans, il fait sa petite routine à Castelserre, il suit les leçons avec Burick le matin, les leçons à la cour l'après-midi, les leçons d'Imbre le soir... Mais cette routine, elle est sur le point d'être bouleversée, du fait que le prince Vérité va partir en voyage diplomatique pour régler un conflit entre deux seigneurs des Siduchés. Fitz fait partie du cortège. Il est officiellement envoyé en tant que page d'une dame très particulière, Dame Tim. Elle a une silhouette un peu étrange,
On a du mal à distinguer vraiment sa silhouette, parce qu'elle est emmitouflée sous des capes, sous des écharpes, vraiment on la voit pas trop quoi. On a l'impression que c'est quelqu'un qui veut se cacher. Pendant le voyage, Fitz il trouve que Dame Tim elle est assez louche, parce qu'il se rend compte qu'elle arrive à obtenir beaucoup d'informations avec des basses besognes, et qu'elle arrive toujours à faire en sorte d'être là où personne ne l'attend. Bon, au final, c'est un peu évident tel que je vous l'amène, mais dans le tome, c'est un peu plus subtil que ça. Je parle pas du roi. Il s'avère que Dame Tim, c'est Imbre. En fait, Imbre, il joue le rôle de Dame Tim pour tout simplement pas se faire remarquer sur le terrain. Ouais, personne sait qui c'est ce boug. Pendant le voyage, le cortège, il va passer devant un village qu'on va dire forgisé. En fait, c'est un village qui a subi la magie de forgification des pirates rouges. Et oui, ces vieux loups de mer ravagent les côtes du Sud-Duché depuis plusieurs années. Leur pratique, c'est qu'ils vont attaquer les côtes, ils vont piller les villages, et ils vont kidnapper certains villageois pour les emmener sur leur bateau. Et de là, ils vont leur faire une sorte de magie, et on sait pas trop par quel moyen la personne forgisée se retrouve vidée de son âme. C'est une sorte de zombie, quoi. Et ensuite, les pirates rouges, les personnes qu'ils ont kidnappées, ils vont ensuite les relâcher dans les villages à l'état de forgisés. En faisant ça, leur but, c'est d'affaiblir le royaume des Sud-Duché depuis l'intérieur. Ouais, un forgisé, ça bouffe comme un ogre. Je vous dis pas, le stock de nourriture, il en prend un coup. Il n'y a pas que la bouffe qui en prend un coup. En réalité, surtout les pauvres villageois de la côte qui ramassent. En fait, une personne forgisée, c'est un zombie, mais pas vraiment. Elle est capable de reconnaître son visage dans un miroir, elle sait encore parler, et il y a une part d'âme qui est partie. Elle a plus d'empathie, ni de conscience morale. Au final, il va rester qu'un être humain qui pense qu'à sa propre survie, et sans aucune considération pour les autres. La personne passe son temps à voler, à manger et à blesser sans remords les autres. Et du coup, un village qui a subi la forgification, ça devient une zone de non-droit en quelques jours. C'est un peu Walking Dead, quoi. Bon, par contre, un forgisé, on peut le tuer. Ah, je peux vous dire qu'un bon coup de glaive dans le beignet, et ça meurt proprement. Bah toi, je te dis. Proprement, je sais pas, mais ça meurt. Vous devez aussi vous demander pourquoi on l'appelle au final ces pirates, les pirates rouges. Rouge, rouge, rouge. Quand je dis rouge, vous dites rouge. Bah voilà, c'est ça que je l'entends, Moussaillon. Et bah tout simplement parce que la coque de leur bateau est rouge et que les voiles de leur bateau sont rouges. On ne se fait vraiment pas chier sur les noms au Sud-Duché. Au final, la mission de vérité est un succès, il arrive à résoudre le conflit entre les deux seigneurs, tout se passe bien, et hop, toute la clique rentre au château de Castleseth. Et là, un autre personnage va faire son entrée en scène, il s'agit d'Impatience. Et oui, la femme du prince chevalerie. La femme officielle, du moins. Avant que monsieur décide d'aller balbutiner ailleurs. D'une certaine façon, c'est la belle-mère de Fitz. Mais jamais officiellement, bien sûr. On se calme. Pas trop de bonheur à la fois. Mon patient, c'est une sorte de hippie perché. Sa chambre, ça ressemble à Jardiland. Il y a des fioles de parfum, il y a des outils de poterie, il y a des éventails, il y a des peintures pas finies, enfin c'est... range pas sa chambre, quoi. C'est assez compliqué de dire ce qu'elle fait dans la vie. Disons qu'elle lit tout, elle essaie de tout apprendre, toutes les formes d'art, mais au final, elle maîtrise aucun de ces arts-là, tout simplement parce qu'on en a rien à cirer. Elle le dit elle-même, en fait, elle a fait ça vraiment juste pour passer le temps. Elle s'implique, mais en même temps, elle se désimplique, enfin, elle est perchée. Cherchez pas, perchée. Patience, c'est quand même quelqu'un d'impulsive. En fait, c'est une personne imprévisible, impulsive, et surtout très agaçante. Mais dans son malheur, le gars, il a quand même pas mal de chance. On lui apprend à soigner les animaux, à assassiner, à chanter... Non mais attends, sans déconner. Même France Travail, ils sont jaloux, quoi. Ils sont même pas capables de te proposer autant de formations, les mecs. Allez au Sud-Duché, les mecs. On va se faire chier à s'actualiser, je vous le dis, moi. Et c'est pendant l'une de ces courses que Fitz va rencontrer Molly, la petite Molly. C'est une fille du même âge que Fitz, qui tient une boutique de chandellerie. Alors avec son père, pas trop, le mec est totalement foncedé. Il se met des mines tous les jours, il est ivre-mort que c'est la gamine qui tient la boutique au final. La petite Molly, elle a les cheveux noirs bouclés, mains toujours odorantes de miel. Bon, ça paraît plutôt logique pour quelqu'un qui tient une chandellerie, tu me diras, si elle sentirait le poisson, ce serait bizarre. C'est quand même une petite gamine qui a du caractère. Elle aime bien rappeler à Fitz que c'est pas parce qu'il fait partie de la lignée royale que c'est pas un garçon comme les autres. Vous voyez sûrement venir le truc, il y a anguille sous roche entre les deux petits loulous. Une bonne grosse anguille même. Ils vont développer une attirance mutuelle assez rapidement. Et du coup, ils passent beaucoup de temps ensemble, loin de la forteresse. Cœur sur vous là-dessus. C'est vraiment un échappatoire pour lui. C'est une histoire normale, loin de l'intrigue et de toutes les obligations qui pèsent sur lui à son très jeune âge. Même s'il est fou amoureux d'elle, il ose pas lui avouer qui il est réellement. Vous savez, assassin, etc. Malheureusement, ça va créer une frustration entre les deux et aussi de la distance. Ça finit au final par une relation je t'aime moi non plus et voilà, c'est mis un peu en stand-by. Bon bah voilà, faut que je te le dise, mais je suis un assassin, oui. Vraiment trop naze, c'est même pas un vrai métier assassin de bar. Bon, après ces petites histoires d'amour, de coupés décalés, les années passent et la santé du roi subtil commence à se dégrader. Comme les assauts sur les côtes du Sud-Duché par les vilains pirates rouges ne cessent d'augmenter, il décide qu'il est temps d'apprendre la magie de l'art à la nouvelle génération. L'art, à la base, c'est une magie qui est destinée à la lignée royale. Ce type de magie permet de faire de la télépathie mentale. On peut communiquer avec quelqu'un même à l'autre bout de la map, y a pas de problème. L'utilisateur de cette magie, il peut projeter ses pensées vers un autre esprit. Il peut aussi influencer les émotions de quelqu'un sans que ça soit perceptible, comme dans Inception, quoi. Cette magie, elle se transmet de génération en génération par un maître de l'art.
C'est pas n'importe quel bouseux qui a accès en gros, quoi. Utile va faire un autre cadeau à Fitz, il va faire en sorte qu'il soit admis au cours d'apprentissage de l'art. Quand il est admis parmi les élèves, il a aux alentours de 15 ans. C'est un beau cadeau. Déjà qu'il a la magie du vif, même s'il doit pas trop le dire, là il va en plus ajouter une autre corde à son arc, il va pouvoir utiliser la magie de l'art. Ça peut que bien se passer. Ça va bien se passer. Non. Bon, ça va pas si bien se passer que ça. Bon, en gros, le maître de l'art de l'époque, c'est un sacré personnage, c'est Galen. C'est lui qui est chargé de former un jeune clan d'artiseurs. C'est ceux qui utilisent la magie de l'art, voilà, on les appelle les artiseurs. Et le nouveau clan formé devra aider à défendre les côtes des Siduchés contre les assauts des pirates rouges. Rouge. Ça va, on a compris, merci. Galen, c'est un personnage assez complexe dans le tome. Il y a quelque chose de tordu en lui. En fait, c'est un putain de sadique. Il prend bizarrement son autorité très à cœur, il accorde beaucoup, mais beaucoup trop d'importance à la noblesse. Ses méthodes d'enseignement, c'est une forme de torture psychologique. Il va carrément jusqu'à imposer des jeûnes stricts et le manque de sommeil, car pour lui, la faim et le manque de sommeil, c'est essentiel pour apprendre l'art. Joue pas au con, toi, tu veux dormir. Tu vas apprendre l'art, mais dors pas. Tu dors pas. Écoutez-moi bien, les gamins. Le premier qui dort, sa mère, c'est une pute. Ok? Ces leçons se passent en haut d'une tour exposée au vent glacial. Évidemment, il fallait que les leçons d'art se passent en plein hiver. Ce foutu maître d'art, il n'en loupe pas une pour humilier et rabaisser les élèves, quoi. Il passe son temps en fait à comparer les élèves entre eux, il essaie un peu de les monter les uns contre les autres, il a même des favoris, et il s'en cache pas. Bah dis donc, tu te débrouilles vachement bien, mon coq. Tu veux que je te montre ma magie? Alors, la victime du groupe, bah, c'est le bâtard, là, celui qui aurait pas dû être là. Et Galen, aussi sadique qu'il est, tout faire pour lui briser sa confiance. Devant les autres élèves, il passe son temps à le traiter de bâtard, il lui dit en permanence qu'il doit abandonner. Et le gars est tellement sadique qu'il va même jusqu'à le frapper. C'est gratuit, voilà. À un moment, il lui dit, je cite, « Tu n'as aucun don, le sang de ton père ne suffit pas, tu n'es rien d'autre qu'un accident. » Ah bah ça c'est... En tout cas, il sait accueillir, hein, ça c'est... Il sait accueillir. Même dans les écuries de Bury, il n'y a pas un aussi gros tas de merde que Galen. Malgré tout, Fitz est hyper courageux, et il tient bon. Il revient chaque matin, non pas par masochisme, hein, mais par obstination. Tout simplement parce qu'il y a une part de lui qui refuse de donner satisfaction à Galen. Au-delà de ça, c'est parce que la magie de l'art, ça l'attire particulièrement, comme quelque chose d'essentiel à son être. Et évidemment, comme Fitz ne craque pas, et ben Galen il va aller encore plus loin. Cette petite fouine va utiliser la magie de l'art pour implanter la haine de Fitz dans l'esprit des autres élèves. Comme les élèves, ils ont tous un niveau de débutant, il y en a aucun qui peut s'en rendre compte. Inception quoi, rappelez-vous. Au final, ça fonctionne, Fitz est exclu du groupe et tout le monde commence à le harceler. Ça va devenir le bouc émissaire de toute la clique, quoi. Les jours d'apprentissage de l'art se succèdent, on arrive à l'épreuve finale de Galen. L'épreuve qui détermine si on est digne ou non de faire partie du clan des artiseurs. Dans cette épreuve finale, les élèves sont abandonnés dans une campagne, séparément, à des jours de marche de Castelcerre. Sans vivre, sans monture. Leur but, c'est de rentrer à la tour de magie par leurs propres moyens, en utilisant l'art pour se repérer. Seuls ceux qui auront réellement maîtrisé l'art pourront communiquer entre eux et se guider mutuellement. Fitz, malheureusement, il va échouer à cette épreuve finale. Vous devez aussi venir voir le truc. Galen, il a fait en sorte que Fitz ne puisse pas réussir. En réalité, cette grosse fouine, il bloquait la communication de Fitz. Et les copains, vous m'entendez? Pour le coup, Fitz, il est quand même courageux, il est au bout du truc. Il rentre à pied, seul, épuisé. Tel point que quand il arrive au sommet de la tour de magie, il s'effondre de fatigue et il n'y a personne pour l'accueillir, quoi. Il agonise dans le froid, il est tout proche de mourir carrément. Mais contre toute attente, il y a un personnage qui vient le sauver. Et ouais, et ce personnage, c'est le fou du roi. Dans l'urgence, il va escorter Fitz chez Burrick. Le fou et Burrick, ils connaissent très bien les méthodes de Galen, le gars a sa petite réputation quand même, hein. Alors en voyant l'état de Fitz, Burrick il se met dans une colère mais noire, et vraiment bonhomme le gars. Il va chercher Galen en haut de sa tour de magie. Là, il va lui mettre une rouste, mais une branlée, mais à base de mandale, à la base de punch dans la gueule, mais du jamais eu, c'est un bain de sang, c'est un massacre. Il enchaîne de bourre-pif, et Galen, il n'arrive pas à se défendre. Il a bien tenté, hein, forcément, d'utiliser sa magie sur Burrick, mais bizarrement, il était insensible. Même si on sait que physiquement, c'est un sacré gaillard, c'est comme si Burrick avait utilisé une sorte de magie protectrice. C'est dans cette scène qu'on voit tout l'amour qu'a Burrick envers Fitz. Ouais, l'amour illustré par la violence, c'est un petit peu mélancolique. Avec ce passage, je suis quand même obligé de m'arrêter un petit peu pour vous expliquer le personnage du fou. C'est un personnage qui est plein de mystères. Déjà, on a du mal à savoir dans le tome si c'est un homme ou une femme. Physiquement, il est assez atypique, il a la peau toute blanche, les cheveux pâles et un regard doré. Pour que ça soit compliqué jusqu'au bout, quand il parle, il glisse en permanence des phrases qui ont l'air absurdes. Des prophéties déguisées en plaisanterie. Des vérités sous forme d'énigmes. Un vrai casse-tête. Officiellement, le fou, c'est le bouffon du roi. Mais ça, c'est officiellement. En réalité, il va absorber les moqueries en fait des personnes de la cour. Pendant qu'on passe du temps à se moquer de lui, il espionne secrètement pour le roi. Un peu à la manière d'un assassin. À l'inverse de beaucoup de monde, le fou ne voit pas Fitz comme un bâtard, ni comme un assassin. Il le voit comme le pivot, le catalyseur. Tu es le pivot, Fitz. Tu es le catalyseur. Mais arrêtez, monsieur, vous me faites peur à la fin.
Au fil du tome, Fitz il se lie d'une profonde amitié avec le fou. Même s'il a rien à lui enseigner en soi, il y voit un vrai confident. En soi, le fou n'aide jamais directement Fitz, bon, sauf la dernière fois quand il lui a sauvé la vie, et il observe, il glisse des énigmes, et puis il disparaît. Bon, une fois que Fitz est remis sur pied par Burrick, il est convoqué par Umbre en pleine nuit, et c'est là que Umbre lâche une petite dinguerie quand même. Il avoue à Fitz qu'il s'est rendu compte que Galen avait trahi le roi subtil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'avère que ce sagouin a utilisé le conditionnement du clan des artiseurs, non pas pour servir Subtil, mais pour servir le prince royal. Rappelez-vous, c'est le troisième fils de Subtil qu'il a eu avec sa deuxième femme. Et c'est pas bon signe parce que Royal, il est assez connu pour être sans scrupules et calculateur. D'ailleurs, j'en profite pour le mentionner, bon, c'est pas clairement expliqué dans le tome, mais il y aurait quand même de forts soupçons comme quoi Royal laisserait glisser des informations aux pirates rouges pour expliquer les failles dans la défense sur les côtes des Siduchés. Et en soi, il n'y a pas vraiment de preuves, c'est que des sous-entendus pour l'instant. Bon, et Fitz, après ça, il apprend officiellement qu'il n'est pas retenu dans le clan des artiseurs du fait qu'il a échoué à l'épreuve finale. C'est un peu paradoxal parce que c'est le seul qui a échoué à l'épreuve finale, mais du coup, c'est quand même une bonne nouvelle pour Subtil, parce que c'est le seul artiseur qui va lui être réellement fidèle. Bon, et heureusement que ce clan d'artiseurs voit le jour, parce que les pirates rouges, ils arrêtent pas leur attaque, les sacrés loups de mer, là. Le nombre de villages forgisés continue d'augmenter, et là, le peuple, il commence à gueuler, quoi, forcément. Ils sont en train de dire au roi, mais qu'est-ce que vous foutez? Faites quelque chose, mon dieu, faites quelque chose, putain. Comme il n'y a pas vraiment d'autres organisations dans le royaume, le roi, il est obligé d'organiser une alliance. Pour ce faire, il va vouloir marier son fils, le prince Vérité, à la princesse Ketriken, qui est l'héritière du royaume de Jamp, le royaume des montagnes. Ketriken, c'est une grande dame blonde, athlétique, et qui est très directe. Elle y va cash. Vraiment, c'est une brute, quoi. Ce mariage, il permettrait d'ouvrir de nouvelles routes dans les montagnes pour, au final, contourner les pirates rouges. Du coup, il y a un cortège qui va partir de Castelcer pour aller au royaume de Jamp. Toute la clique royale, on va en faire partie. Fitz va aussi en faire partie. Et cette fois, il y va pas seulement pour observer quelqu'un, il y va pour réaliser sa première mission d'assassin. Et oui, là, on va vraiment commencer à rentrer dans le dur. Umbre a confié la mission à Fitz de tuer le prince Rurisk, qui n'est d'autre que le frère de Ketriken, au final, parce que soi-disant, il serait hostile à cette nouvelle alliance. Burrick fait aussi partie du voyage. Évidemment, le trajet sera long, du coup, il faut forcément quelqu'un qui s'occupe des chevaux. Ouais, quand il y a des canalaisons, je suis jamais bien loin. Jamp, c'est un royaume qui est décrit comme extrêmement vivant, avec plein de bâtiments colorés, avec plein de petites maisonnettes qui sont construites, même les arbres, à tel point qu'il y a des branches qui traversent les maisons, etc. C'est assez joli. On y trouve des jardins à chaque carrefour, des sources d'eau chaude qui fument dans l'air froid des montagnes. C'est magnifique. C'est un monde qui est radicalement différent du château de Castelcer, où là-bas, c'est vraiment que de la forteresse fait en pierre, quoi. Basique. Carré. Bon voilà, le cortège de Castelcer arrive à Jamp, l'accueil se fait, tout le tralala, tout se passe bien, et là les choses vont commencer à se compliquer. Après que tout le monde a pris le temps un peu de se connaître, la princesse Ketriken va sortir un petit peu de la foule Fitz pour essayer de lui parler seule dans les jardins. Et là, par hospitalité, elle lui fait manger des feuilles de Karim. Bon, elle cherchait pas à comprendre, c'est l'hospitalité là-bas, on bouffe des feuilles, quoi. Et j'en veux pas de votre feuille, madame, à la fin. Mais si c'est pour l'hospitalité, ça change tout. C'est pas si dégueu, en fait. Et au final, ces feuilles, il s'avère qu'elles sont empoisonnées. Merci Ketriken. Et là, dans sa bonté de princesse, elle lui lâche, mais sans vergogne, une feuille pour dormir, 2 pour apaiser la douleur, 3 pour une tombe miséricordieuse. Après avoir lâché cette petite punchline, Ketriken avoue à Fitz qu'elle l'a empoisonné parce qu'elle savait qu'il venait assassiner son frère. What the fuck? Bon, du coup, Fitz, il se barre à sa tente pour essayer de trouver un antidote à ce qu'il vient de manger. Vu que le gars est venu pour assassiner Rurisk, il a ramené des fioles de poison, des plantes de poison, etc., mais il a aussi ramené des antidotes. Donc il va essayer de concocter un antidote pour essayer de survivre. Mais malheureusement, il n'a pas l'antidote à ces foutues feuilles de Karim. Du coup, il passe la nuit à lutter pour sa survie, et il passe sa nuit à convulser. Au final, il arrive à passer la nuit, et à son réveil, il se rend compte que Rurisk est dans sa tente. Et là, vous devez vous dire, Rurisk, il va lui mettre un coup de poignard, il va le flinguer. Et non, contre toute attente, Rurisk va lui donner un antidote, l'antidote des feuilles. Donc au final, c'est le gars qui devait le tuer, qui vient le sauver au final. Voilà, là. C'est dur, frère. C'est dur à suivre un peu, tu vois, parce que moi, je pensais pas que c'était lui qui venait En fait, il s'est passé plein de choses en off pendant que Fitz dormait. Rurisk avoue à Fitz que c'est Royal qui l'avait trahi en prévenant en amont Ketriken. Cette petite merde de Royal avait dès le départ influencé Subtil pour que Fitz fasse partie du voyage. Royal, il voulait déstabiliser l'alliance entre Jamp et Castelcer. Et en plus, il voulait buter Fitz par la même occasion. Ça ferait de pierre du coup, parce que du coup, ça renforcerait sa position dans le jeu de pouvoir, pour l'accès du trône. Royal avait tout bien manigancé, et il avait bien sûr prévenu Ketriken pour que Fitz soit éliminé avant d'avoir pu agir. Ah, je crois qu'on vient de trouver une plus grosse merde que Galen, les gars, là. C'est fait, c'est officiel. On vient de la trouver. C'était pas simple, hein. Bon, du coup, les deux boys, là, ils trouvent un terrain d'entente, et Fitz se rend compte qu'au final, sa mission, c'était qu'un mensonge, qui à la base provient de Royal. Et du coup, il trouve un allié naturel, Rurisk. Les festivités à Jamp continuent, et le soir, pendant le banquet, en l'honneur du futur mariage entre Vérité et Ketriken, Burrick et Fitz sont tous les deux convoqués par Royal
aux sources de bains d'eau chaude de Jamp. Ça pue cette histoire, ça pue. C'est pas un endroit anodin, c'est un endroit clos où on manque énormément de visibilité à cause des vapeurs d'eau chaude. Quand Burrick et Fitz arrivent au bain, ils aperçoivent en fait Royal qui est accompagné d'un immense garde muni d'un gourdin. Quand je dis gourdin, on parle de l'arme les gars, on parle de l'arme. Bon évidemment c'est un piège, hein. Pendant qu'ils sont en pleine conversation, tout d'un coup le garde met un gros coup de gourdin sur le crâne de Burrick et le pauvre il a pas vu le coup venir à cause des vapeurs d'eau. C'est bien sournois, c'est bien... Du coup Burrick va tomber sauvagement par terre et tellement que le choc est violent, on a l'impression qu'il est mort. Et subtilement Fitz il va se rendre compte que Burrick est encore vivant. Il voit qu'il respire encore. Une fois que Burrick est complètement KO, le garde il se barre et il va laisser seul à seul Royal et Fitz. Et c'est là que Royal annonce à Fitz qu'il va le tuer et qu'il va vouloir faire passer sa mort pour un accident de noyade dans les bains d'eau chaude. Après avoir dit ça, il le chope par le callback et là il le jette violemment dans le bain d'eau chaude. La chaleur de l'eau elle est tellement bouillante que ça va lui vider tout l'air qu'il a dans les poumons et le bain est tellement profond que Fitz n'arrive pas à remonter à la surface. Comme il est jeté en plein milieu du bain, il n'a pas de rebord sur lequel s'agripper. Donc il est littéralement en train de se noyer et c'est à ce moment-là que Royal prend la fuite pour avoir un alibi et pas être vu sur la scène du crime, entre guillemets. On est sur quelqu'un d'honnête, hein. On est sur quelqu'un qui effectue des basses besognes pour tuer, pour manipuler. Le bouc ne porte pas bien son nom, il n'y a rien de Royal là-dedans. Du coup, dans l'eau bouillante, Fitz, il a deux doigts de crever, il réunit ses dernières forces pour essayer de rentrer en communication avec Vérité par le biais de la magie de l'art. Il a toujours cette magie en lui, et il va essayer de l'utiliser à bon escient pour prévenir le prince Vérité de tout ce qui est en train de se passer. Malheureusement, Fitz, il se rend compte que ses appels sont bloqués, il se rend compte que Galen, il est là pour bloquer encore une fois la communication entre lui et Vérité. Non mais le mec passe son temps à utiliser sa magie pour bloquer la magie de Fitz. C'est insupportable, la sale fouinasse. Mais en plus de ça, on s'arrête pas là. Galen se trouve juste derrière Vérité. On imagine Vérité, il est assis au banquet, là, sur son petit fauteuil, il se délecte tranquillement. Et Galen, il est juste derrière, et là, il attend, là, comme un prédateur, là derrière, pour le saigner à blanc, quoi. Mais contre toute attente, Vérité arrive à percevoir le signal de Fitz. Vérité arrive surtout à percevoir les intentions meurtrières de Galen. Et là, messieurs, dames, mais je vous laisse vous délecter de ces lignes. Mais je vous laisse, délectez-vous, mais délectez-vous comme un jardinier qui arrache une mauvaise herbe de la terre. Vérité sourit et arracha tout ce qui se trouvait dans le traites. Galen s'écroule comme une merde en mettant les mains sur sa poitrine. Il est tout simplement dead, c'est une enveloppe vide à forme humaine. Finito, propre, net, sans bavure. Enfin une justice. On apprend finalement qu'il était le fils de la reine Désir. Rappelez-vous la seconde reine du roi subtil. Mais pour autant, on ne sait pas qui est le père. C'est donc le demi-frère de Royal, qui explique particulièrement les manigances entre les deux petits oiseaux, là. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Jonky, un personnage qu'on n'a pas trop parlé, qui se fait assez discret, qui est rien d'autre que l'assassin du roi Éode, donc qui est le roi de Jamp, hein, finalement. Je me suis pas trop attardé dessus parce qu'on n'entend pas trop parler au final. Elle avait pour ordre tout simplement de tracer Fitz, de le suivre, de l'observer. Quand elle a observé la scène au niveau des bains, elle décide d'aller voir ce qui se passe. C'est là qu'elle trouve le cadavre de Burrick, on se rend compte que Fitz est en train de se noyer. Elle a quand même bon cœur, elle se barre pas comme ça, elle va sauver les deux, quoi. Évidemment, tout ce remue-ménage, ça coupe un petit peu les festivités du banquet. Adieu les poulardes et les troubadours. Mais au final, le mariage, le lendemain, aura quand même bien lieu entre Vérité et Ketriken, sous les plus beaux auspices. Après être secouru, Fitz reprend connaissance 2 jours après le mariage. Il a été soigné dans un appartement séparé du palais par Jonky. Ensuite, il est amené dans les écuries de Jamp, où il est recueilli par Burrick, et les deux loupards passent le soir à festoyer ensemble sur la péripétie qui vient de leur arriver. On sent qu'après cette tentative de meurtre de Royal, il y a un lien unique qui s'est créé entre ces deux personnages. Bien qu'il ait été soigné, Fitz il a encore de lourdes séquelles. Des tremblements dans les mains, des éclairs de douleur dans la tête sans raison. En fait, il pense que la magie de l'art qu'il a utilisée dans ses derniers retranchements lui a coûté une partie de sa vie, quelque chose d'irrémédiable. Bon, une fois que les poulards ont été finis d'entamer, que tout le monde a bien dormi, etc., il y a tout le monde qui rentre à Castelserre avec Ketriken en supplément. Le mariage est fait, l'alliance entre Jamp et Castelserre est scellée, mais pour autant, le danger, lui, n'est pas écarté. Royal est toujours là, je sais même pas comment on le laisse rentrer comme il faut à Castelserre comme ça, comme si de rien n'était. Et même si Galen est mort, il y a toujours son clan d'artiseurs, ses élèves, qui sont toujours là. Ils sont à peu près une dizaine. De par la nouvelle union politique, le roi subtil, il arrive à débloquer des fonds pour construire de nouvelles tours sur les côtes des Six-Duchés. Ces tours serviront de tours de garde et elles sont notamment construites à l'aide des artisans de Jamp qui ont un savoir-faire unique pour la construction. Éode, donc le roi des montagnes de Jamp, accorde une importance particulière à envoyer ses meilleurs artisans pour construire les tours. Subtil, il est mis au fait de ce qui s'est passé à Jamp. La traîtrise de Royal, la traîtrise de Galen. Mais là, Monsieur Subtil, le grand stratège, la personne qui se remarque par son intelligence, il dit on ferme les yeux, comme si de rien n'était, et on passe à autre chose. Comme ça, on passe à autre chose. Oh, c'est pas grave. En fait, il veut éviter une débauche politique, vu que le royaume il est déjà en péril à cause des pirates rouges. Mais du coup, Fitz, il l'a bien vénère. Il a failli crever de la part de Royal, donc lui, il veut vraiment se venger. Et là, Subtil, il ordonne expressément à Fitz de ne pas se venger. Ou LPP pardonne vite quand même. On peut rien y faire. C'est le roi, c'est le boss, c'est le king. Fait bien chier quand même. J'aurais bien aimé le voir canner ce Royal quand même. Il méritait. Oh, on se calme là. La méthode m'ont des souris, les mecs. Non mais ok, Royal a voulu tuer son frère, mon assassin, mon maître de Kiri.
Et c'est son souhait. Et c'est ok. Et voilà comment se termine ce tome, les amis. Et oui, pas sur une revanche, mais plutôt sur un répit. Alors, au final, toutes les menaces sont encore présentes, hein. Les pirates rouges, ils sont encore là, Royal est toujours là, et le clan des artiseurs, il est toujours là. On sait que dans le 2, ça va être la merde, quoi. On est sur un répit seulement. Bon voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu, les amis. Dites-moi en commentaire quel personnage vous avez préféré, il y en a tellement. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours appréciable. C'est toujours appréciable. Sur ce, prenez soin de vous, et je reviens très bientôt pour vous barder de nouvelles histoires. N'oublie pas de t'abonner, te donnerai un béni. Promis, juré.